Pendant des années, j'étais athée, ancré dans la science et je rejetais tout ce qui semblait spirituel. Puis, les synchronicités ont bouleversé ma vision de la vie et de l'univers. Je comprends parfaitement à quel point il est difficile d'expliquer l'impact qu'un événement synchronique peut avoir sur nous. C'est comme recevoir une claque existentielle, c'est puissant, mais souvent indescriptible. Moi-même, je suis à environ 90% convaincu par ces phénomènes. Malgré tout, je ressens le besoin de partager une expérience qui m'est arrivée récemment, même si je sais que la magie se dilue souvent dans le partage. Depuis un an, j'ai cette envie d'écrire un roman. J'ai essayé au moins une vingtaine de fois, mais j'ai toujours abandonné avant d'aller bien loin. Hier, lors d'un road trip en solo de 5 heures, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer quelque chose de différent? J'ai pris mon ordinateur portable, l'ai connecté à mes AirPods, et j'ai décidé de dicter mon histoire tout en conduisant. Si rien d'autre, cela rendrait le trajet plus rapide. Un des obstacles majeurs pour moi a toujours été un personnage en particulier. Ce personnage n'est pas une personne, mais une sorte de conscience collective. Chaque fois que j'essayais de décrire cette entité, j'étais frustré. Dès que je commençais à donner des détails individuels, ça sonnait faux. Alors je m'arrêtais. Hier, j'ai changé d'approche. J'ai décidé de laisser tomber les personnages individuels et de développer cette entité comme un tout, un esprit collectif que j'ai appelé la ruche. C'était la première fois que j'essayais cela, et même si ça ne me semblait pas parfait, ça fonctionnait suffisamment pour avancer. Après environ 3 heures de dictée, il était temps de faire le plein d'essence. J'ai vu une pancarte indiquant une station-service à la prochaine sortie. Mais perdu dans mon histoire, j'ai raté l'exit. Bon, pas grave, je me dis que je m'arrêterai à la suivante. Cette fois, pour ne pas rater la sortie, j'ai retiré mes AirPods, fermé mon ordinateur, et je me suis concentré sur la route. Alors que je réfléchissais à ce que j'avais écrit jusqu'à présent, la vieille frustration revenait, toutes les bonnes histoires ont déjà été écrites. Est-ce que les gens lisent encore vraiment? Est-ce que je suis même capable d'écrire quelque chose qui engage le lecteur? Puis je vois la prochaine sortie. Je sors, je trouve la station-service, et là, partageant le parking avec la station, il y avait un immense panneau publicitaire. Sur le panneau, on pouvait lire « Inauguration du Family Fun Center, venez nous rejoindre à la ruche ». J'ai ri tout seul, à haute voix. La coïncidence était tellement improbable qu'elle en était presque comique. Ce projet qui me donnait du fil à retordre, ce concept que je venais d'appeler la ruche, semblait trouver un écho dans le monde extérieur à travers ce panneau, comme un clin d'œil de l'univers. La vérité avec les synchronicités, c'est qu'elles sont profondément personnelles. Seuls ceux qui vivent ces événements en comprennent la portée et la signification. Lorsque l'on commence à les partager, une partie de cette magie semble s'effacer. Même une personne ouverte à l'idée des synchronicités trouvera souvent une explication rationnelle. Elle dira peut-être que c'était un hasard, ou, plus probablement, elle partagera à son tour une de ses propres synchronicités, transformant l'échange en une sorte de partage de récits. Et c'est normal. Mais cela ne change rien à l'impact de l'expérience sur celui qui l'a vécu. Pour moi, cet événement était comme une validation subtile, une façon pour l'univers de me dire « Continue. Tu es sur la bonne voie. » Peut-être que cette ruche est une idée qui mérite d'être explorée, même si elle ne trouve pas encore tout son sens. Les synchronicités, au fond, ne sont pas là pour être prouvées ou expliquées. Elles existent pour nous rappeler qu'il y a des connexions invisibles dans la vie, des échos de sens qui apparaissent quand on ouvre notre esprit. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin pour continuer. Pour moi, la synchronicité représente ces signes que l'univers semble nous envoyer pour nous confirmer que nous sommes sur la bonne voie. Ces moments où tout semble s'aligner de manière mystérieuse, presque magique. Il y a peu, j'ai vécu une expérience particulièrement marquante de synchronicité. Je suis quelqu'un de curieux, qui explore une grande variété de sujets. Au fil des années, j'ai accumulé une collection impressionnante de livres anciens, dénichés dans une sorte de mine d'or locale pour amateurs de littérature.
Je choisis mes livres de manière instinctive, en fonction de ce qui m'attire sur le moment, principalement autour de thèmes comme l'histoire, la mythologie, la philosophie, la psychologie, la science et la spiritualité. Depuis longtemps, j'avais des idées vagues en tête, des sujets que je voulais approfondir sans jamais m'y plonger complètement. Puis, un jour, en feuilletant l'un de ces livres, un sujet s'est imposé à moi avec une intensité particulière, le gnosticisme. C'était un terme que j'avais vaguement rencontré auparavant, mais il me semblait entouré d'une aura presque taboue, probablement en lien avec mon éducation religieuse passée. Une fois libéré de ces anciennes croyances, ma curiosité s'est déchaînée. En explorant le gnosticisme, j'ai découvert des liens fascinants avec tant d'autres domaines que j'avais déjà commencé à explorer. Les civilisations anciennes, les religions oubliées, l'hermetica, le kybalion, les biographies de génies comme Léonard de Vinci ou Albert Einstein, les poèmes de William Blake et Shakespeare, l'alchimie, les philosophies païennes, et même les sociétés secrètes comme les Rose-Croix ou les francs-maçons. Tout cela formait une sorte de constellation brillante, comme un chemin illuminé que l'univers semblait m'inviter à suivre. En approfondissant, j'ai remarqué que des termes spécifiques issus de ce domaine gnostique apparaissaient soudainement partout, dans des romans de fiction, des articles, ou même des séries télévisées. Des mots comme initié, chemin, clé, transformation, maître revenaient constamment. C'était étrange et fascinant. Puis j'ai découvert le concept de synchronicité développé par Carl Jung, et tout a pris sens. Depuis, je ressens cette synchronicité comme une sorte de dialogue silencieux avec mon moi intérieur. Lorsque je m'éloigne de l'étude ou que je me perds dans des distractions futiles, ces signes disparaissent. Mais dès que je reprends ce chemin d'exploration, ils reviennent, souvent plus forts qu'avant. C'est comme une lumière intérieure qui vacille lorsque je m'égare, mais qui s'illumine avec éclat lorsque je touche à quelque chose de significatif. Bien sûr, certains diront qu'il ne s'agit que de biais de confirmation. Peut-être. Mais pour moi, ces moments de synchronicité ont une profondeur émotionnelle et spirituelle que je ne peux pas ignorer. C'est comme si mon moi intérieur murmurait des vérités oubliées, me guidant vers une connaissance qui m'appartient déjà, mais que je dois encore redécouvrir. Il existe une loi simple et profonde dans l'univers, une loi dont beaucoup de gens ignorent l'existence. Cette ignorance n'est pas due à un manque d'intelligence, mais à une forme de cécité spirituelle. Beaucoup ne voient pas ce qui est possible, ils ne perçoivent que ce qui ne l'est pas. Un homme qui marche dans l'obscurité n'est pas libre, il est prisonnier de ses propres limites. Pour être franc, il est probable qu'une grande partie d'entre vous se trouve dans cette catégorie. Aujourd'hui, je vais partager quelques aperçus qui pourraient vous aider à progresser sur le chemin de l'amour authentique, peut-être même à trouver la bonne personne. Pour la plupart des gens, l'amour reste un idéal insaisissable, magnifié par des images véhiculées par les médias. Ce n'est pas quelque chose qui leur arrive réellement. Beaucoup se marient par commodité, et aujourd'hui, leurs partenaires se plaignent de leur relation vide sur Internet. Vous vous demandez ce qui a mal tourné. Où est passé l'amour ? Était-ce vraiment de l'amour, ou remplissiez-vous simplement un rôle imposé par la société ? Pourquoi êtes-vous resté si longtemps dans une relation sans amour ? Et surtout, quand sera-t-il enfin votre tour de vivre un amour passionné et authentique ? Notre compréhension consciente et intellectuelle se limite à cette vie actuelle. Mais en vérité, au-delà du temps et de l'espace, cette vie n'est qu'une parmi d'autres que nous avons vécues. Les personnes avec lesquelles nous ressentons une connexion spéciale peuvent être liées à nous par un karma de vies antérieures non résolues. Quand quelque chose reste inachevé, cela signifie qu'un obstacle nous a empêchés d'être avec cette personne dans une vie précédente. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle opportunité, mais elle vient avec le défi d'apprendre sur nous-mêmes et de surmonter les faiblesses qui, autrefois, ont mené à cet échec. Dans le domaine spirituel, l'ego n'a pas sa place. En tant qu'être spirituel, nous ne jugeons pas, nous coexistons. Quand nos âmes sont liées à une autre, il existe une connexion profonde qui transcende les désirs physiques. Cette connexion dépasse largement l'attirance sexuelle, elle est tout enveloppante, intemporelle, et totalement unique. Si vous essayez de posséder quelqu'un qui ne vous est pas destiné, vous serez comme un chien qui chasse sa propre queue. Vous ne ferez que flatter votre propre vanité, et cela vous laissera vide.
L'amour véritable ne peut être forcé, et toute tentative de le contrôler ne fait que souligner un désalignement entre votre âme et vos actions. Rappelez-vous une chose essentielle, ce qui est vraiment à vous vous trouvera toujours. L'univers travaille constamment à réunir les personnes qui sont destinées à être ensemble. Si deux âmes sont faites l'une pour l'autre, aucun obstacle, qu'il soit temporel ou matériel, ne peut empêcher leur union. L'amour est la force la plus puissante de l'univers. Il transcende le temps, l'espace et les circonstances. Et quand vous rencontrez cet amour véritable, tout ce qui semblait autrefois confus ou désespéré prend soudain un sens. Soyez patient, ouvrez votre cœur, et faites confiance à l'univers. Ce qui vous appartient ne vous échappera jamais. J'ai souvent entendu dire que ceux qui vivent des expériences spirituelles ou des états élevés de conscience parlent de l'impact des croyances et des vibrations sur la réalité. Je commence à voir cela moi aussi, bien que d'une manière plus subtile et sur un temps plus long. Par exemple, à mesure que je m'améliore, je remarque que mes amis et ma famille semblent également aller mieux. Je pense que lorsqu'une conscience est pure, libérée des couches de conditionnement et de distraction, elle peut voir ces mécanismes beaucoup plus clairement. Elle perçoit comment la réalité se façonne en fonction des intentions, des vibrations et des choix. Mais pour la majorité d'entre nous, ce niveau de clarté reste difficile à atteindre, car nous sommes encombrés par des attentes rigides et des idées préconçues sur la façon dont la vie devrait se dérouler. Ces attentes, bien sûr, sont souvent source de disharmonie. La vie, par nature, ne suit pas nos projections ou nos désirs conditionnés. Mais pour une conscience plus pure, libérée de ces filtres, il devient possible de comprendre intuitivement comment la vie s'articule. Elle sait quoi faire, où aller, et ce qui est nécessaire, sans la confusion des attentes irréalistes. En y réfléchissant, je réalise que je suis presque devenu insensible aux coïncidences ou aux événements fortuits qui se produisent dans ma vie. Je les prends pour acquis, bien qu'ils révèlent souvent cette harmonie subtile. Un jour, j'étais censé aller à un terrain d'école pour un match de football. J'arrive à la première porte, qui est verrouillée. Je décide alors d'essayer la deuxième porte, mais au moment de partir, des amis m'aperçoivent et me font signe. Ils me préviennent que cette deuxième porte est également verrouillée, car ils venaient de l'essayer. Ils m'indiquent que seule la troisième porte est ouverte, bien qu'elle soit à l'autre bout du campus, presque à 2 arrêts de bus. Grâce à cette rencontre fortuite, j'ai évité de perdre du temps à essayer des portes inutilisables et j'ai pu arriver à temps. Une autre fois, je jouais régulièrement avec un groupe de football à 5 dans un endroit où le terrain était un peu trop petit, et les autres joueurs, bien que sympathiques, n'étaient pas tout à fait au niveau de notre groupe. Un jour, il avait légèrement plu, et l'autre équipe ne s'était pas présentée. Nous avons décidé de chercher un autre terrain pour ne pas gâcher la journée. Par pur hasard, nous avons trouvé un autre emplacement avec un terrain plus grand, adapté au football à cette une autre équipe jouait là-bas, et ils étaient non seulement plus compétitifs, mais aussi incroyablement accueillants. Nous avons fusionné nos groupes, ce qui s'est avéré bénéfique des deux côtés. Quelques semaines plus tard, cette autre équipe aurait été à court de joueurs si notre groupe n'avait pas rejoint. Ce qui aurait pu être perçu comme un problème, pas de match à cause de la pluie, s'est transformé en une opportunité idéale pour tout le monde. Ce que je retiens, c'est que ce que nous percevons comme des mauvaises nouvelles ou des obstacles peuvent souvent se révéler être des bénédictions déguisées. La clé est de laisser de côté nos jugements instantanés et de rester ouverts à ce que la vie nous propose. Il est fascinant de constater à quel point ces coïncidences semblent toujours alignées avec ce qui est bénéfique, même si, sur le moment, cela paraît chaotique ou indésirable. Cela montre à quel point nos idées rigides sur la vie peuvent nous aveugler. En cultivant une conscience plus pure, on peut non seulement remarquer ces hasards plus souvent, mais aussi apprendre à danser avec eux, en permettant à la vie de nous surprendre et de nous guider. Les expériences comme celle-ci me rappellent que, même dans les moments où les choses ne semblent pas aller dans la bonne direction, il y a souvent une harmonie plus profonde à l'œuvre. Il suffit de faire confiance, de rester ouvert et de suivre le courant. Depuis plusieurs mois, j'avais pris l'habitude d'emmener mes enfants marcher dans la forêt chaque week-end. À chaque sortie, quelque chose de spécial se produisait. Nous voyions des cerfs de très près, attrapions un serpent,
trouvions une salamandre, ou encore apercevions des oiseaux de proie majestueux comme des aigles, des faucons ou des hiboux. Ces moments étaient magiques, et je disais toujours à mes enfants que ces rencontres étaient des bénédictions de Dieu. Les oiseaux, en particulier, avaient une signification profonde pour moi, résonnant d'une manière spirituelle que j'avais du mal à exprimer. Un jour, nous avons emporté des talkie-walkie pour jouer à nous cacher dans les bois. Nous avons passé un moment incroyablement amusant, et je me suis senti comme un enfant à nouveau. Pourtant, ce jour-là, rien de spécial avec la nature ne s'est produit. Je me suis convaincu que le plaisir que nous avions partagé était la véritable bénédiction, mais au fond de moi, je ne pouvais m'empêcher de penser que je me racontais des histoires. La semaine suivante, je suis allé marcher seul dans les bois. J'avais décidé de faire une longue promenade de 11 km, et je venais juste de dépasser la moitié du chemin. Alors que je marchais, perdu dans mes pensées, une idée m'a traversé l'esprit: rien de spécial ne s'est passé aujourd'hui, et probablement rien ne se passera. Peut-être que toutes ces choses que j'appelle des bénédictions de Dieu sont juste des illusions que je m'invente pour me convaincre que Dieu existe. Peut-être que Dieu n'existe pas. Je marchais la tête baissée, regardant le sentier, plongé dans cette réflexion. L'instant précis où cette pensée s'est achevée, j'ai levé les yeux, et à seulement 2 mètres devant moi, sur une branche perchée à 3 mètres du sol, se tenait un magnifique faucon. Il était imposant, magnifique, et il me fixait droit dans les yeux. Jamais auparavant je n'avais vu un oiseau de proie si près. J'ai passé des centaines, voire des milliers d'heures à marcher dans ces bois, et je sais que les faucons ne se perchent jamais aussi bas. Ce moment m'a figé sur place. J'ai littéralement éclaté de rire, réalisant ce qui venait de se passer. À cet instant, j'ai compris que l'univers, ou Dieu, venait de me montrer un signe, me donnant une réponse claire à mes doutes. Ce n'était pas une coïncidence. Les chances pour que cela arrive exactement à ce moment précis étaient infiniment faibles. Cet événement a eu lieu il y a environ 6 mois, juste avant Noël. J'ai toujours cru en Dieu, mais des doutes subsistaient parfois. Depuis ce jour, je n'ai plus aucun doute. Je ne prétends pas savoir ce qu'est Dieu ni comprendre son fonctionnement, mais je suis désormais certain qu'il existe une force supérieure qui me connaît et m'aime en tant qu'individu. Ce moment m'a apporté une conviction profonde, et j'en suis éternellement reconnaissant. Les mois qui ont suivi ont été empreints d'une paix intérieure et d'un bien-être que je n'avais connu que rarement dans ma vie. Peut-être que d'autres trouveraient cela banal, et je suis sûr qu'un sceptique pourrait y chercher une explication rationnelle. Mais je sais ce que j'ai vécu. Je comprends les probabilités, et je sais qu'il ne s'agissait pas d'une simple coïncidence. Ce faucon était un moment de vérité, une fenêtre sur quelque chose de bien plus grand que moi. L'autre jour, je me suis amusé à construire un petit raisonnement autour de la synchronicité et de la cohérence interne de l'univers. Cela ressemblait à ceci. L'univers est intrinsèquement cohérent, ce qui signifie que ses règles ne peuvent pas être enfreintes. Parmi ces règles, il y a le fait que les événements ont des probabilités déterminées. Pour la plupart des gens, cela implique que tout ce qui se produit est le fruit du hasard, et donc, que la synchronicité des coïncidences significatives semble impossible, car elle violerait apparemment cette cohérence. Mais ce n'est pas tout à fait ce que cela signifie. En réalité, cela veut dire que l'univers ne peut pas être mesurablement incohérent avec le hasard. Autrement dit, tout ce qui se passe doit entrer dans les paramètres de ce que l'on considère comme aléatoire. Cela ne signifie pas que tout doit être réellement aléatoire. Il existe de nombreuses manières pour que des événements soient non aléatoires tout en restant cohérents avec cette apparence de hasard. La clé est que cette non-aléatoire reste invisible à la mesure, insaisissable par des outils scientifiques classiques. Prenons une analogie, dans une partie de jeu de rôle comme Donjons et Dragons, les jets de dés peuvent sembler aléatoires. Mais si, par pur hasard, ces jets s'alignent de manière à faire progresser l'histoire de façon captivante et novatrice, cela est entièrement compatible avec le hasard. Rien ne permet de prouver que ce résultat n'était pas aléatoire. Pourtant, il semble synchronisé, presque intentionnel. Ce qui est fascinant, c'est la manière dont cette synchronicité est perçue. Une personne non éveillée ignorera ce genre de motif parce qu'il est incompatible avec sa vision du monde. Pour elle, tout cela n'est que coïncidence sans signification.
À l'inverse, une personne éveillée qui remarque ces motifs pourrait simplement sourire, consciente qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Cette personne comprend que même si elle ne peut pas prouver que ces événements sont non aléatoires, elle peut les ressentir comme significatifs. Ce raisonnement montre pourquoi des œuvres comme Un cours en miracle ou Le secret sont souvent rejetées par les scientifiques ou par ceux dont les visions du monde excluent la synchronicité comme une possibilité. Ces derniers exigent des preuves tangibles et mesurables, mais la synchronicité, par nature, échappe à ces outils. Cependant, les personnes qui lâchent prise, qui cessent de suranalyser chaque événement et qui se laissent porter par le courant de la vie, semblent plus ouvertes à percevoir la synchronicité. Ce lâcher-prise leur permet d'entrer en résonance avec les motifs subtils de l'univers, même s'ils ne les comprennent pas entièrement. En fin de compte, la seule chose que je peux vraiment faire est d'argumenter que la synchronicité est possible. Puisque l'observation de ces événements est par essence personnelle et subjective, c'est tout ce que nous pouvons faire. La synchronicité ne cherche pas à prouver quoi que ce soit, elle se contente d'être. Et tout ce qu'on peut faire, c'est l'observer, l'accueillir, et peut-être, sourire à ces mystérieux alignements qui donnent parfois un sens inattendu à la vie. Tout d'abord, si tu découvres quelque chose et que tu ressens que c'est un signe, c'en est un. J'avais une amie sorcière dont la magie était la synchronicité et les signes. Ce n'était pas mon pouvoir, mais quand je passais du temps avec elle, des signes commençaient à apparaître. Alors, ne laisse pas les personnes négatives te décourager. Pour interpréter les signes, la vérité est simple, toi seul peux les déchiffrer. Personne d'autre ne peut le faire à ta place, mais je peux t'aider à trouver ta propre méthode. La synchronicité, c'est souvent l'univers qui s'aligne avec toi, qui te dit que tu es exactement là où tu dois être. Tu es une personne magique, et de la magie est en train de se produire dans ta vie. Les signes essaient de te transmettre des messages, mais ces messages sont profondément personnels. Imaginons que tu trouves une plume bleue. Ton ami Tony te dira peut-être qu'il y a des plumes bleues partout et que cela ne signifie rien. Mais toi, tu ressens que c'est différent, même si tu ne sais pas encore pourquoi. Ramène cette plume chez toi. Installe-toi devant ton autel, fais une prière pour demander des conseils, calme ton esprit, et laisse ton imagination vagabonder. Pense à ta vie, à ce qui se passe en ce moment. Quel grand questionnement t'occupe l'esprit? Réfléchis à cette plume, qu'a-t-elle éveillé en toi? Comment t'a-t-elle fait te sentir? Si elle était un message, que pourrait-il être? Note tout cela, puis laisse le temps faire son œuvre. Tu n'as pas besoin de forcer les choses, le message se révélera de lui-même dans les jours qui suivent. Il remontera doucement depuis ton subconscient. Si tu veux une approche plus active, fais des recherches. Utilise Wikipédia pour en apprendre davantage sur les oiseaux de ta région avec des plumes bleues. Trouve quelque chose qui résonne en toi. Consulte un dictionnaire des rêves pour chercher la signification des plumes. Lis des récits ou des mythologies où apparaissent des oiseaux bleus. À travers ce processus, je te garantis que tu découvriras une connexion ou une idée qui t'inspire profondément. Écoute ton intuition, cette petite voix intérieure qui te dira que ton interprétation est la bonne. C'est ça, la clé, toi seul sais réellement quelle est la réponse, et pourquoi l'univers a choisi ce signe pour toi. Il y a quelques semaines, le temps était complètement chaotique. Ce genre de journée où le ciel semble conspirer contre toi. Alors que je sortais d'un centre commercial, un sans-abri m'a demandé de l'argent. Franchement, je ne me rappelle même pas la dernière fois que j'ai pris le temps de donner quelques pièces. Pourtant, ce jour-là, quelque chose m'a poussé à m'arrêter, à fouiller ma poche, et à lui donner la monnaie que j'avais sur moi. Une fois cela fait, je traverse la rue, et là, évidemment, un truc complètement improbable se produit. Une stalactite massive, un cône de glace affûté comme une lance, tombe du ciel et s'écrase juste devant moi. Le bruit de l'impact était si impressionnant que même les passants de l'autre côté de la rue se sont arrêtés pour regarder. Mon cœur a sauté un battement, et l'adrénaline m'a envahi. Pendant un instant, tout semblait irréel. Je suis rentré chez moi en riant comme un fou. Pas de blessure, ma tête toujours bien accrochée sur mes épaules,
mais incapable de me débarrasser de cette pensée, et si ça avait été un signe. Il y a quelques jours, j'avais justement lu un article sur la synchronicité, et cet événement semblait en être une parfaite illustration. Ces derniers temps, ma vie a été une vraie montagne russe. Des moments difficiles, des remises en question, mais aussi une envie presque désespérée de changer. Je me suis mis à fond dans l'amélioration personnelle, méditation, arrêt brutal de la cigarette et bien d'autres petits changements. Et ce genre de coïncidence a commencé à se multiplier. Prenons ces satanés chiffres. Les mêmes motifs numériques apparaissent partout. Les fameux 11h11, encore et encore. Je joue à un jeu vidéo, et mon classement tombe pile sur 1111. Je mets un truc au micro-ondes, je m'occupe ailleurs, et bien sûr, quand je reviens, il reste exactement 1h11. Je médite, je finis, je regarde l'heure, 11h11. Ça n'arrête pas, et chaque fois, mon cerveau se met à hurler, coïncidence. Mais une autre partie de moi commence à se demander s'il y a autre chose derrière tout ça. Je ne suis pas convaincu. J'essaie de rester rationnel, mais le doute persiste. Ces événements sont trop récurrents pour que je les ignore complètement. Peut-être que tout ça, ces chiffres, ces moments où je frôle la mort mais en ressors indemne, est simplement un reflet de mon état mental actuel. Ou peut-être qu'il y a quelque chose de plus grand à l'œuvre, quelque chose que je ne comprends pas encore. Quoi qu'il en soit, ces moments, qu'ils soient dû au hasard ou à une force que je ne peux nommer, me poussent à continuer sur ce chemin. À creuser, à changer, à chercher. Parce que si la vie a quelque chose à me dire, je suis prêt à écouter. J'ai été diagnostiqué schizophrène à l'adolescence. Depuis, je me bats avec une myriade de pensées et d'expériences que beaucoup qualifieraient de symptômes. Parmi elles, il y a la synchronicité, ce concept défini comme la survenue simultanée d'événements qui semblent significativement liés sans qu'il y ait de connexion causale apparente. Voici le problème, je n'arrête pas de me dire que cela fait partie de ma maladie. C'est ce qu'on m'a appris à croire. Pourtant, je ne peux pas nier que cela arrive vraiment. Ce n'est pas quelque chose que j'imagine ou que j'invente de toutes pièces. Ces événements se produisent, encore et encore, et ils semblent avoir une signification profonde. Dans ce genre de communauté, beaucoup posent la question, est-ce que ce que je ressens est réel, ou est-ce que le système médical a simplement décidé que c'était un symptôme? Et moi, je suis coincé là-dedans. Cette expérience de synchronicité, c'est celle que je ne peux pas rationaliser ni reléguer au rang de simple manifestation de ma condition. Peu importe combien on me répète que c'est une hallucination ou une distorsion de ma perception. Oui, j'ai des expériences que les autres ne vivent pas. Oui, elles semblent étranges, peut-être même dérangeantes pour certains. Mais elles ne me semblent pas irréelles. C'est là que je me heurte à l'incompréhension des experts. Vous savez, ces thérapeutes qui ne vivent pas ce que nous vivons et qui, pourtant, nous expliquent pourquoi nos ressentis ne sont que des symptômes. À eux, j'ai envie de crier, oui, je vois des choses que vous ne voyez pas. Et alors? Cela ne les rend pas fausses. Et mes frères schizo, eux, savent de quoi je parle. Nous avons tous cette impression que le monde que nous percevons est à la fois plus vaste et plus complexe, mais que la société préfère l'ignorer ou le classer comme un dysfonctionnement. Alors, la synchronicité est-elle un effet secondaire de ma schizophrénie? Peut-être. Mais est-ce que cela signifie que ce que je ressens n'a aucune valeur ou vérité? Absolument pas. Ce qui compte, c'est ce que cela signifie pour moi. Parce que dans ce chaos qu'on appelle schizophrénie, il y a des éclats de sens que même la médecine n'arrive pas à expliquer. L'année dernière, le 30 mars, j'ai fait un rêve qui m'a marqué profondément. Dans ce rêve, mon frère et moi achetions une maison pour notre mère. Nous étions tous les trois assis au bord d'une piscine vide, partageant un gâteau au chocolat. L'atmosphère était incroyablement paisible, comme si tout était enfin en ordre, comme si le monde entier s'était arrêté pour nous offrir ce moment de sérénité. Ce matin-là, en me réveillant, j'ai ressenti un besoin inexplicable. Je ne savais pas pourquoi, mais j'ai appelé une maison funéraire et pris la décision d'organiser mes propres obsèques. J'avais un cancer agressif, et je savais qu'un jour ou l'autre,
il faudrait bien que je m'y prépare. Pourtant, choisir précisément ce jour-là reste un mystère pour moi. Le lendemain, alors que j'étais au travail, j'ai reçu un appel qui allait bouleverser ma vie. On m'a annoncé que ma mère était décédée la veille, dans sa maison. Elle aussi avait un cancer en phase terminale, mais nous pensions tous qu'elle avait encore plusieurs mois devant elle. Ce que je n'arrive toujours pas à m'expliquer, c'est que j'ai organisé mes propres funérailles le matin même où elle s'éteignait. Cette coïncidence m'a hanté. 2 semaines après, j'ai passé des examens pour mon propre cancer, et les résultats ont révélé que la maladie s'était propagée. On m'a programmé un scanner d'urgence, et dans ma tête, tout semblait clair, j'allais mourir. Cette idée s'est ancrée si profondément en moi que j'étais presque convaincu que la fin était proche. Mais la vie a pris un tournant inattendu. L'été dernier, j'ai subi une opération majeure. Contre toute attente, elle a été un succès. Aujourd'hui, je suis considéré comme en rémission complète, sans preuve de cancer. Presque un an plus tard, je repense encore souvent à cette étrange série d'événements. Ce rêve, la décision soudaine d'organiser mes funérailles, la mort de ma mère. Tout cela reste la chose la plus étrange qui me soit arrivée. Était-ce une simple coïncidence ? Une sorte de lien entre nous, un pressentiment que je ne pouvais pas comprendre à ce moment-là ? Je ne sais pas, mais ce souvenir continue de me troubler et de me fasciner. Il y a plusieurs années, il y avait une fille que j'avais tenté de séduire, mais nos interactions étaient très irrégulières. Elle avait une personnalité insaisissable, pas seulement envers moi, mais envers les hommes en général. Finalement, les choses entre nous se sont un peu dissipées. Entre-temps, j'ai fréquenté quelqu'un d'autre pendant un certain temps, mais cette relation s'est terminée. 6 mois s'étaient écoulés depuis ma dernière conversation avec cette fille insaisissable, et l'envie de renouer s'est imposée à moi. J'avais récemment lu un livre, un ouvrage que je pensais qu'elle aimerait. Ce n'était pas un sujet que nous avions abordé auparavant, ni un choix évident pour elle, mais quelque chose m'a poussé à lui en parler. Ce moment précis reste gravé dans ma mémoire, c'était comme une impulsion inexplicable, une sorte d'intuition. Je lui ai envoyé un message pour lui demander si elle connaissait ce livre. À ce moment exact, elle était entrée dans une librairie et hésitait entre 3 livres dont celui que je venais de mentionner dans mon message. Elle était littéralement en train de se demander lequel choisir lorsque mon texte est arrivé. Elle m'a confié que cet événement lui avait semblé assez troublant, presque comme un signe. C'était suffisamment marquant pour capter son attention et faire tomber cette distance qu'elle avait toujours maintenue. À partir de ce moment-là, elle s'est montrée beaucoup plus ouverte avec moi, et nous avons passé beaucoup de temps ensemble pendant le reste de l'année. Même si, au bout du compte, cette relation n'a pas fonctionné, cette expérience m'a laissé une impression durable. Aujourd'hui, je suis marié et heureux avec quelqu'un d'autre, mais cet épisode reste un souvenir fascinant. Ce qui m'a le plus marqué, c'est cette sensation étrange que l'idée de lui envoyer ce message ne venait pas entièrement de moi, comme si c'était quelque chose d'extérieur qui m'y avait poussé. Le timing improbable et l'impact que cela a eu sur elle au point de briser son comportement distant rendent cet événement encore plus mémorable. Peut-être que c'était simplement le fruit du hasard et des lois de la probabilité. Mais sur le moment, cela ressemblait plus à une véritable synchronicité, une coïncidence significative qui a réuni nos trajectoires, même brièvement. Les synchronicités semblent souvent surgir dans des moments de tension intense ou lorsqu'un archétype se manifeste puissamment dans la vie d'une personne. Ces archétypes, selon Jung, sont des motifs universels et des symboles profondément ancrés dans l'inconscient collectif. Ils influencent nos pensées, nos comportements et parfois, semble-t-il, les événements autour de nous. Jung a observé des cas où certaines personnes vivaient des synchronicités comme des épisodes des emprises archétypales. Un exemple frappant est celui d'un patient qui, sous l'effet d'une grande détresse, a proclamé être Dieu, juste avant qu'une ampoule au-dessus de sa tête ne se brise. Ces événements, bien qu'apparemment anodins, prennent un sens presque surnaturel lorsqu'ils sont reliés à la psyché de l'individu. Un autre exemple célèbre est celui du physicien Wolfgang Pauli, connu pour son étrange effet sur les équipements électroniques. Là où Pauli passait,
les machines semblaient souvent tomber en panne de manière inexplicable, comme si son état intérieur perturbait son environnement extérieur. Dans ses recherches, Jung a remarqué que les synchronicités semblaient souvent se regrouper de manière étrange, comme des clusters. En outre, il a mené des expériences pour explorer ce phénomène, notamment en testant les capacités intuitives des gens. Dans son essai sur la synchronicité, il a demandé à des participants de deviner des cartes à plusieurs reprises. Il a observé que ceux qui réussissaient avaient souvent une concentration ou un enthousiasme particulier, tandis que ceux qui échouaient semblaient manquer de cette intensité. Fait intéressant, les réussites ne survenaient pas de manière uniforme, mais en groupe ou en grappe. Cela rappelle certains aspects du placebo, où la force de la croyance peut influencer les résultats, et inversement, le nocebo, où des attentes négatives peuvent entraîner des effets défavorables. Même des œuvres modernes s'inspirent de ces concepts. Par exemple, le jeu vidéo Control intègre les idées de Jung dans un laboratoire de synchronicité, où des phénomènes mystérieux et significatifs sont étudiés. Cela montre que les idées de Jung continuent d'inspirer des récits et des réflexions, illustrant notre fascination durable pour les liens entre l'esprit et la réalité. Si tu veux vraiment éveiller tout ton potentiel, commence par poser une intention, une vraie, qui vient directement du cœur. Une intention née de l'amour, de la joie et de l'enthousiasme. Cela peut être n'importe quoi, absolument n'importe quoi. Ne te limite pas à ce que tu penses devoir faire. Rêve grand. Demande à l'univers de te guider pour accomplir le bien le plus élevé, à travers ce que tu aimes profondément. Pour te connecter à cette intention, médite. Même 5 minutes par jour suffisent. Si la méditation n'est pas ton truc, fais quelque chose qui te met en présence totale. Danse, joue d'un instrument, ou fais une activité qui te permet de t'immerger pleinement dans l'instant. Ces moments de présence totale créent un espace où l'inspiration peut émerger dans ta conscience, surtout si tu ne sais pas encore clairement ce qui t'apporte la joie. Écoute ton cœur, car il sait bien plus que ton esprit. Laisse-toi guider par ce qui t'enchante, ce qui te passionne. Lorsque tu es aligné avec ton cœur, tu es sur la fréquence de l'univers. Et là, des choses incroyables commencent à se produire. Tu croiseras quelqu'un qui partage ta vision, qui comprend ton rêve, qui pourra t'aider ou te montrer la bonne direction. En suivant ce qui te rend heureux, tu découvriras une mission excitante et unique. C'est ça, ton but. Oui, chacun de nous a un but. Et lorsque tu es sur ce chemin, des soutiens apparaîtront comme par magie. Ton tribu de l'âme, des personnes qui croient en toi, qui te comprennent et te soutiennent, se rassemblera autour de toi. Tu n'auras pas besoin de forcer ou de courir après quoi que ce soit. Ce dont tu as besoin viendra naturellement, au moment exact où tu en auras besoin. Et c'est là que tu commenceras à manifester. Tu demanderas à l'univers, et avec confiance, tu verras qu'il pourvoit toujours. Les synchronicités, ces coïncidences significatives, deviendront des balises sur ton chemin. Elles t'aideront à avancer avec clarté et confiance. Quand tu es avec ta tribu, cette famille spirituelle, tu ressentiras un amour plus grand que tout ce que tu as connu. Cet amour te remplira de joie pure, au point que tu pourrais en pleurer. L'univers te couvrira de bénédictions et de hasards qui te soutiendront. Tout ce que tu as à faire, c'est de faire confiance. D'avoir foi. L'amour est la clé ici, un amour réel et pur. C'est l'essence même du divin. Lorsque tu agis avec amour, tu es dans le flux de l'énergie de vie. Lorsque tu agis à partir de l'ego, avec haine, tromperie, jugement ou peur, tu vas à contre-courant. Alors, purifie ton cœur. Lâche l'ego. Prends des actions qui naissent de l'amour et de la joie. Moi aussi, j'ai douté. Pendant des années, j'étais athée, ancré dans la science et je rejetais tout ce qui semblait spirituel. Puis, les synchronicités ont bouleversé ma vision de la vie et de l'univers. J'ai abandonné mon matérialisme et, soudain, tout a changé. Fais confiance à l'univers. Ton voyage sera d'une beauté incommensurable, au-delà des mots. Un jour, j'ai décidé de mettre à l'épreuve le concept de synchronicité. Je venais de terminer le livre de Carl Jung sur le sujet,
et l'idée m'est venue de voir si une telle coïncidence significative se manifesterait pour moi sans chercher à la provoquer ou à l'espérer activement. Plus tard dans la journée, mon colocataire et moi avons eu envie de sortir manger. Nous sommes allés dans notre restaurant préféré, et là-bas, en discutant avec le barman, il nous a dit qu'il venait de Kansas City, Missouri. Lui et moi avons commencé à échanger sur notre amour pour cette ville, mais mon colocataire n'y avait jamais mis les pieds. Spontanément, je lui ai proposé d'y aller dès le lendemain pour une petite escapade. J'ai alors pensé à un vieil ami d'enfance qui y habite. Nous avons grandi ensemble dans une petite ville de 2000 habitants, à environ 5 heures de route de là où je vis maintenant. Son nom de famille est Spray, et tout le monde l'appelait toujours par ce nom. Cela faisait des années que je n'avais pas parlé à Spray, mais j'ai décidé de tenter ma chance. Je lui ai envoyé un message pour lui demander s'il était libre, et il était ravi à l'idée de me revoir. Tout se mettait en place pour une réunion impromptue avec un ami de 20 ans que je n'avais pas revu depuis des lustres. Pendant que nous dînions, un groupe s'est installé dans le restaurant pour donner une session gratuite de bluegrass. Nous avons décidé de rester un peu plus longtemps pour profiter de cette surprise musicale. Pendant que je textais encore avec Spray pour finaliser nos plans, l'un des musiciens a pris le micro et a dit qu'il allait jouer un morceau au banjo qu'il avait appris il y a 40 ans dans une petite ville rurale appelée Cahokia. Cahokia, c'est ma ville natale. Une bourgade minuscule dont presque personne n'a jamais entendu parler. J'étais déjà stupéfait par la coïncidence, mais ce n'était que le début. Le musicien a ensuite expliqué que l'homme qui lui avait appris ce morceau s'appelait Gilbert Spray. On l'appelait juste Spray. Je n'ai jamais rencontré un Spray que je n'aimais pas, a-t-il ajouté avant de commencer à jouer. Assis là, abasourdi, je venais tout juste d'échanger des messages avec mon ami Spray de Cahokia. Je lui ai donc demandé s'il connaissait un certain Gilbert Spray. Il m'a répondu que Gilbert était son grand-père, qui avait été un musicien de bluegrass assez connu à l'époque. Et voilà, un musicien que je n'avais jamais prévu d'écouter ce soir-là jouer un morceau appris de mon ami d'enfance Spray, ou plutôt de son grand-père, 40 ans auparavant, dans ma ville natale. Tout cela pendant que je renouais avec Spray après des années de silence, et précisément le jour où je venais de finir un livre sur la synchronicité. Je suis un ancien alcoolique et toxicomane. Aujourd'hui, cela fait plus de 14 mois que je suis complètement sobre. Je suis chrétien maintenant, mais cela n'a pas toujours été le cas. Avant de trouver Dieu, j'étais quelqu'un de dur, amer, et pas vraiment une bonne personne. J'ai toujours été très rationnel, avec un esprit scientifique qui me rendait sceptique face à des concepts comme Dieu ou la religion. Pourtant, au fond de moi, je voulais croire. Je voulais désespérément qu'il y ait un but plus grand, un sens à la vie, mais mon esprit cartésien me l'interdisait. Ce n'est qu'à travers plusieurs expériences personnelles avec le Saint-Esprit que ma foi a fini par naître. Ce que je vais raconter est l'une de ces expériences. Cela s'est produit il y a quelques mois. À cette époque, bien que chrétien, je m'intéressais à des idées nouvelles. J'avais découvert la théosophie et je lisais les écrits d'Helena Blavatsky et d'autres auteurs liés à l'occultisme. Cette lecture m'a troublé, je me suis mis à douter de mes croyances sur Dieu et même sur le diable. Un jour, après une réunion des alcooliques anonymes, je m'étais assis sur une table de pique-nique dans le parking. J'étais là, seul avec une autre personne, en train de fumer une cigarette et de boire un café. Soudain, une abeille s'est posée sur ma main, celle qui tenait ma tasse. La personne assise près de moi a remarqué et m'a dit « Tu ne vas pas la tuer ou au moins la chasser ?» Je respecte toute forme de vie, même celle des insectes, alors je lui ai répondu que l'abeille ne me dérangeait pas. Mais juste après, l'abeille est tombée dans mon café et a commencé à flotter. La personne a lâché une remarque cynique avant de partir, « Tu vois, elle aurait été mieux si tu l'avais chassée. » Resté seul, je me suis senti responsable du sort de cette abeille. J'ai doucement versé le café par terre, mais l'abeille gisait immobile dans une petite flaque, à peine vivante. J'ai pris ma carte d'identité pour la ramasser et j'ai soufflé dessus pour tenter de la sécher. Pour une raison que je ne comprenais pas vraiment, je me suis senti profondément lié à cette petite créature. C'était comme si sauver cette abeille était une sorte d'épreuve symbolique pour moi, une façon de prouver que je méritais aussi la miséricorde de Dieu. Alors,
j'ai prié. Oui, j'ai prié pour une abeille, demandant à Dieu de m'aider à la guérir. Malheureusement, mes efforts semblaient vains. Avec tristesse, j'ai posé l'abeille sur le sol, dans un rayon de soleil, et j'ai hésité un long moment. Je tenais ma carte au-dessus d'elle, me demandant si la chose la plus humaine à faire serait de l'écraser pour mettre fin à ses souffrances. Après une réflexion intense, j'ai décidé de la laisser là, lui donnant une chance de vivre. Je suis entré à la réunion. Quand je suis ressorti, l'abeille n'était plus là. Je ne sais pas si elle s'est envolée ou si le vent l'a emportée, mais j'ai voulu croire qu'elle avait survécu. Cet événement m'a laissé un sentiment étrange, bien plus marquant qu'on pourrait l'imaginer. Quelques jours plus tard, alors que je passais une mauvaise journée, je conduisais en direction de Walmart. Dans ma voiture, je me suis tourné vers Dieu et j'ai prié, « Seigneur, montre-moi que tu es là, que tu ne m'as pas abandonné. » En arrivant sur le parking, je suis sorti de ma voiture, la tête baissée. J'entends alors une voix m'appeler. Je lève les yeux et vois un jeune garçon noir, peut-être 17 ans, se tenant sur le trottoir. Il me fait signe de m'approcher. Curieux, je me demande pourquoi il m'a choisi parmi les nombreuses personnes autour de nous. Quand je me suis approché, il ne m'a pas parlé tout de suite. Il m'a simplement conduit jusqu'à une abeille immobile sur le trottoir. À genoux, il avait une carte en main, tout comme moi quelques jours plus tôt. Il a mimé les mêmes gestes que moi, il a passé la carte sous l'abeille, puis l'a tenue au-dessus comme s'il réfléchissait à l'écraser ou non. À chaque fois, il levait les yeux vers moi, attendant visiblement une réponse. C'était tellement surréaliste que je suis resté sans voix. Finalement, le garçon s'est levé, m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Tu dois revenir à Jésus ». Ces mots m'ont frappé comme un éclair. Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Je l'ai remercié et l'ai pris dans mes bras. Ensuite, il est parti. Complètement bouleversé, je n'ai même pas pu entrer dans le magasin. Je suis retourné à ma voiture, où je suis resté assis un long moment pour digérer ce qui venait de se passer. Je ne peux pas expliquer cet événement autrement que comme une rencontre avec Dieu lui-même. La façon dont ce garçon a réagi, sa présence imposante et sage, était inexplicable pour un adolescent. Le fait qu'il ait recréé cette scène avec l'abeille, que seul Dieu et moi pouvions connaître, m'a convaincu que ce moment était divin. Cela m'a ramené à la foi et m'a éloigné de mes doutes et des lectures occultes. Ce jour-là, Dieu m'a montré qu'il est toujours présent, qu'il veille sur nous, même dans les moments où nous nous sentons perdus et seuls. Un jour, j'étais particulièrement nerveux à cause d'un complexe profond lié à mon anima. Une tension sourde m'habitait, et mes pensées tournaient en boucle. Lorsque j'ai enfin trouvé un moment pour me poser, j'ai décidé de lire un article que j'avais enregistré sur les dangers des relations inappropriées avec l'anima. C'est là qu'un événement improbable s'est produit. Au moment exact où j'ai ouvert l'article, un scarabée a heurté à pleine vitesse une plaque métallique décorative posée sur ma commode. L'impact a été si puissant que j'ai entendu un son métallique résonner dans la pièce. Ce n'était pas une simple collision, le scarabée avait frappé le centre de la plaque, comme s'il avait visé cet endroit précis. Plus tard, en examinant de près, j'ai vu l'empreinte laissée par l'insecte. Cette plaque, ornée de motifs circulaires rappelant un mandala, était restée là, immobile et intacte, depuis 6 ou 7 ans. Ce genre de choses ne m'était jamais arrivé auparavant. Certes, dans ma région, il y a des scarabées durant quelques mois de l'année, mais jamais un événement de cette précision. Après cet incident, ma vie intérieure a pris un tournant radical. J'ai dû affronter mes complexes et une certaine inflation de l'ego. C'était comme si cet événement marquait le début d'une série de révélations. Peu à peu, des expériences saisissantes m'ont permis de connecter les parties les plus contradictoires de ma psyché. Ces conflits internes, qui m'avaient tourmenté depuis si longtemps, semblaient commencer à trouver un équilibre. Bien sûr, je ne m'attends pas à ce que tout soit miraculeusement résolu. Mais il me semble que cet épisode a déclenché un changement significatif, comme si je m'apprêtais à franchir une étape essentielle dans mon processus d'individuation. Il y a 3 ans, j'ai vécu une autre synchronicité, mais celle-ci est liée à un événement beaucoup plus sombre. Mon ami s'était suicidé. La douleur était insupportable,
et je ne savais pas comment gérer le tourbillon d'émotions qui m'envahissait. Un jour, pour m'aider à canaliser cette peine, j'ai décidé d'écrire une lettre. Une lettre destinée à lui, pour lui parler une dernière fois. Après avoir soigneusement plié le papier, je l'ai placé dans un petit coffret. Lorsque je me suis rendu sur sa tombe, j'ai déposé le coffret à la base de la pierre tombale. Le socle de la stèle était large, sec et parfaitement stable. Il n'y avait ni vent ni animaux dans les environs. Je suis resté là, debout, face à sa tombe, à parler tout haut comme si je pouvais encore le joindre. À la fin de mon monologue, je me suis arrêté un moment. Puis j'ai osé demander quelque chose d'inattendu, un signe. Une preuve qu'il m'entendait. Quelques secondes après avoir formulé cette requête, un phénomène inexplicable s'est produit. Le coffret s'est envolé. Pas un simple glissement ou une chute naturelle, mais un mouvement brusque et précis, comme si une force invisible l'avait poussé avec intention. La trajectoire n'était pas rectiligne, elle ressemblait à celle d'un objet lancé avec vigueur. J'ai immédiatement baissé les yeux. Il n'y avait rien ni personne autour. Pas d'animaux, pas de vent. J'ai scruté la tombe, cherchant une explication rationnelle, mais tout semblait inchangé. Choqué, j'ai appelé ma mère, qui se trouvait non loin de moi. Je lui ai montré le coffret au sol, et elle a confirmé ce qu'elle venait de voir. Le coffret était tombé, contre toute logique. À ce jour, je n'ai aucune explication rationnelle à donner. Cet épisode reste gravé dans ma mémoire comme une énigme, un moment où les lois naturelles ont semblé céder devant quelque chose de bien plus mystérieux. Peut-être était-ce un signe, comme je l'avais demandé. Peut-être autre chose. Tout ce que je sais, c'est que cet instant a résonné en moi d'une manière indescriptible. Quand mon ex-femme et moi nous sommes rencontrés, dès le début, j'ai eu l'impression que nous étions faits l'un pour l'autre. Nous avions grandi à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, mais à la fin de nos vingtaines, nos chemins se sont croisés lors d'une conférence technologique très spécifique. Ce fut un véritable coup de foudre, et malgré la distance, elle vivait sur une côte, moi sur l'autre, nous avons entamé une relation à distance. Rapidement, cela a évolué, j'ai déménagé dans sa ville, puis nous sommes retournés vivre dans la mienne pendant quelques années, avant de nous marier. L'un des premiers signes de cette étrange connexion entre nous était une coïncidence amusante, nos dates de naissance presque identiques. Je suis né exactement un jour et une année après elle. Par exemple, si j'étais né le 10 janvier 1973, elle, ce serait le 11 janvier 1972, ce ne sont pas nos vraies dates, mais cela illustre l'idée. Statistiquement, il y a environ une chance sur 365 pour que cela arrive, même si cela ne prend pas en compte les années. Rien de miraculeux, mais c'était une coïncidence plaisante. Chaque fois que nous montrions nos pièces d'identité, les caissiers le remarquaient et s'étonnaient. Pendant que nous étions ensemble, les coïncidences semblaient être partout. Il m'arrivait de fredonner une chanson, et elle se tournait vers moi avec des yeux ronds, je pensais justement à cette chanson. Nous terminions souvent les phrases l'un de l'autre, et parfois, nous anticipions ce que l'autre allait dire avant qu'il n'ouvre la bouche. À ces moments-là, nous plaisantions, c'est presque comme si on était mariés ou quelque chose comme ça. Nous attribuions cela au fait que vivre ensemble depuis des années nous avait rendus extrêmement synchronisés dans nos habitudes et nos pensées. À cette époque, nous étions tous les deux très pragmatiques, rationnels. Nous écartions toute explication paranormale, préférant des raisonnements logiques et scientifiques. L'été dernier, notre relation a pris fin. Nous nous sommes séparés et sommes actuellement en plein divorce. Pour moi, cela a été un véritable bouleversement. Quand nous étions ensemble, rencontrer mon ex-femme avait été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Aujourd'hui, cette séparation donne l'impression que ma vie a été détruite. Depuis, je suis en quête de sens. On me dit souvent que lorsque je serai sur la bonne voie, je commencerai à remarquer des synchronicités dans ma vie, ces coïncidences significatives qui semblent indiquer que l'on suit le bon chemin. Pourtant, ce qui me blesse profondément, c'est que lorsque j'étais avec elle, c'était la période où les synchronicités semblaient abonder. Mais à ce moment-là, je rejetais ces coïncidences comme des hasards amusants, sans chercher de signification plus profonde. Maintenant qu'elle est partie, ces synchronicités ont disparu.
Je n'en ressens plus aucune, comme si ma vie avait perdu sa magie. Cela me pousse à penser que je ne suis plus sur le chemin que je suis censé suivre. Que cette séparation n'aurait jamais dû se produire. Mais, en même temps, rien de ce que je pourrais dire ou faire ne changerait sa décision. Elle a été claire, elle ne veut plus être avec moi. J'ai accepté cette réalité il y a plusieurs mois, même si c'est difficile à vivre. En y repensant, je me demande, toutes ces synchronicités que nous avons vécues avaient-elles vraiment un sens ? Si nous étions faits l'un pour l'autre, pourquoi ne sommes-nous plus ensemble ? Et si nous n'étions pas censés être ensemble, alors ces coïncidences étaient-elles vraiment significatives, ou n'étaient-elles que des illusions que j'ai créées de toutes pièces ? J'aimerais croire que les synchronicités ont un sens, qu'elles indiquent une direction ou un but dans la vie. Mais aujourd'hui, leur absence dans ma vie me fait douter. Est-ce que je suis simplement trop désespéré pour voir des signes là où il n'y en a pas ? Ou est-ce que ces synchronicités, si elles existent, ne se manifestent que lorsque nous sommes en harmonie avec le chemin qui nous est destiné ? Pour l'instant, tout cela me laisse dans un vide. Sans signification claire, l'existence elle-même semble dépourvue de but ou de direction. Et cela, c'est une pensée terrifiante. Ces derniers temps, tout ce que je pense semble se manifester. Je ne sais pas si je réfléchis trop à tout cela ou si je deviens plus éclairé d'une certaine manière. Quoi qu'il en soit, je ressens le besoin de partager mes expériences récentes et, peut-être, d'obtenir des retours. Est-ce que d'autres vivent ce genre de choses avec autant d'intensité ? Il y a quelques jours, je me demandais par hasard ce qui se passerait si je devais travailler près de chez ma copine. Sa famille ne m'aime pas, et comme je travaille dans le paysagisme, cette idée m'amusait plus qu'autre chose. Eh bien, quelques jours après cette réflexion, mon patron actuel m'annonce qu'il va me laisser partir dans quelques semaines parce que la saison ralentit. J'appelle mon ancien patron, qui accepte de me reprendre immédiatement. Le même jour, ma copine m'envoie une photo de la rue devant chez elle. Sur l'image, on voit le camion et la remorque de mon ancien patron garés juste à côté de chez elle. Elle me demande, ce n'est pas l'entreprise où tu travaillais avant. Je lui réponds que oui, et que je vais y retravailler. Il se trouve que mon ancien patron entretient maintenant le jardin de ses voisins. Je ne peux pas m'empêcher de sourire à cette drôle de coïncidence. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Hier, à un barbecue, je croise un vieil ami. Il me demande ce que je fais dans la vie, et, bien que je sois impliqué dans plein de choses, écrire un livre, aider un ami avec son entreprise, l'école, le travail, je déteste cette question. Je n'ai rien dit d'impressionnant et je suis reparti en me sentant un peu dévalorisé. C'était idiot, mais ça m'a travaillé. Je vais aux toilettes et, en me regardant dans le miroir, je me répète des affirmations, je suis déjà célèbre. L'opinion des autres ne définit pas qui je suis. Je suis un écrivain et musicien en devenir, donc ces pensées m'aident à garder confiance. En sortant, un gars que je connais à peine m'aperçoit et s'exclame « Oh, mais c'est Nick Quinton. Personne ne m'avait dit qu'il y avait une célébrité ici. » Il plaisantait sûrement, mais cela m'a frappé comme une confirmation étrange et réconfortante. Aujourd'hui, j'ai commandé un repas au Burger King. Pendant que je mangeais, mon frère, depuis le salon, m'a crié « Tu manges quoi ?» À ce moment précis, la télé a diffusé une publicité pour le nouveau burger que j'étais en train de goûter. Je lui ai simplement répondu « ça » et on a éclaté de rire. Ce genre de choses semble arriver de plus en plus souvent. Il y a aussi ces moments où je pense à quelqu'un et cette personne m'envoie un message presque immédiatement après. Ou encore, quand je désire quelque chose très fort sans chercher à forcer les choses, cette chose finit par venir à moi sans effort. Un autre exemple, récemment, en emmenant ma copine au restaurant, j'ai commandé des entrées pour nous deux, même si je savais qu'elle ne les mangerait pas. Après avoir commandé, j'ai eu un petit moment de regret, pensant que j'avais doublé l'addition pour rien. Mais je me suis dit, peu importe, je vis dans l'abondance. Quelques minutes plus tard, le serveur revient pour m'annoncer qu'il n'avait plus l'un des plats que j'avais commandé. Les deux autres entrées que j'avais prises étaient offertes. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Même le travail que j'ai aujourd'hui est venu à moi grâce à une synchronicité. Cet été,
Je stressais parce que je savais que je devais trouver un job, mais sans permis de conduire pendant 3 mois, cela me semblait compliqué. Je refusais de travailler dans la restauration rapide. Un jour, je suis allé me promener pour décompresser. En passant chez un ami, la soirée s'est éternisée, et un autre ami présent m'a proposé de me ramener. Sur le chemin, nous avons croisé un troisième ami qui apprenait à conduire à son petit frère. On s'est arrêté pour discuter, et j'ai demandé à cet ami comment il allait et où il travaillait. Il m'a parlé de son emploi et m'a suggéré de postuler là où il bossait. Il m'a même proposé de me conduire au travail chaque matin. Je regarde l'horloge dans la voiture. Il est 23h33. Le nombre 33 est mon préféré, il apparaît toujours dans des moments importants. Je me suis dit que c'était un signe. Le lendemain matin, je suis allé postuler, et une semaine plus tard, j'étais embauché. Peut-être que ces événements ne sont pas si fous et que je m'emballe un peu. Mais je ressens l'envie de les noter, de les consigner. Qui sait ce que cela pourrait révéler avec le temps? Peut-être que cette accumulation de synchronicité est un signe que je devrais suivre un chemin spécifique. Tout ce que je sais, c'est que la vie semble étrangement magique ces derniers temps. Dans ma vingtaine et ma trentaine, j'ai vécu de nombreux épisodes de synchronicité qui, pour certains, m'ont littéralement coupé le souffle. Une des expériences les plus marquantes s'est produite une nuit où j'étais allongé dans mon lit, pensant à une vieille amie avec qui j'avais perdu contact après l'université. Je ne savais absolument pas où elle vivait, elle aurait pu être n'importe où dans un rayon de 2000 km, puisque nous n'avions jamais vécu dans la même région après nos études. Ce soir-là, pris d'un élan soudain, j'ai essayé de communiquer avec elle mentalement. J'ai concentré toutes mes pensées sur elle, lui demandant de me recontacter, encore et encore, comme si l'univers pouvait transmettre mon appel. C'était purement intuitif, presque naïf, mais j'y croyais. Le lendemain, lundi matin, un collègue de travail est venu me voir, visiblement enthousiaste. Il m'a dit, « Devine quoi ? J'étais à une fête dans une ville voisine ce week-end, et j'ai rencontré quelqu'un qui te connaît. Elle se marie le week-end prochain, et comme son fiancé est originaire de cette ville, c'est là que le mariage aura lieu. Elle m'a demandé de te donner ce numéro de téléphone pour que tu puisses la contacter si tu veux venir. » Je n'en revenais pas. Le simple fait que ce collègue, avec qui je n'avais qu'une relation superficielle, ait rencontré cette personne à ce moment précis était déjà improbable. Mais ce qui rendait l'histoire encore plus incroyable, c'était que mon ami et moi avions toutes les deux perdu nos anciens repères, nos parents avaient déménagé loin de notre ville natale, et il n'y avait aucune chance qu'elle puisse deviner où je travaillais ou dans quel domaine. De mon côté, je n'avais aucun moyen de savoir où elle vivait, et encore moins qu'elle se mariait. Apparemment, le nom de notre université était apparu dans leur conversation, déclenchant ce lien improbable. Une semaine plus tard, je me suis retrouvé à son mariage, un événement que je n'aurais jamais pu prévoir, tout cela grâce à une série de coïncidences parfaitement alignées. Je me souviens avoir ressenti une profonde gratitude envers cet univers qui semblait, à ce moment-là, m'écouter et répondre à mes appels. Pendant ces années, j'avais l'impression d'être en harmonie avec l'univers. C'était une sensation de connexion totale, comme si mes pensées et mes désirs trouvaient écho dans le monde autour de moi. Mais avec le temps, cette sensation s'est dissipée. Je peux maintenant prier, demander, supplier autant que je veux, l'univers ne semble plus m'écouter. Je ne comprends pas pourquoi cette énergie s'est éteinte. Était-ce une phase particulière de ma vie? Un état d'esprit que je ne peux plus atteindre aujourd'hui? Ces quelques années où ces synchronicités étaient omniprésentes restent gravées dans ma mémoire comme une période magique et inexplicable. Aujourd'hui, je me retrouve souvent à repenser à ces moments, avec une nostalgie teintée d'amertume. Je me demande si je retrouverai un jour ce lien unique avec l'univers, ou si cette période n'était qu'un cadeau temporaire, un mystère que je ne suis pas censé comprendre. Pour ceux qui ne le savent pas, une éclipse solaire totale se produit lorsque la Lune passe exactement entre le Soleil et un point spécifique sur la Terre. Pour un observateur qui se trouve dans ce chemin, on a l'impression que le Soleil est avalé par un disque noir, qui glisse lentement pour couvrir complètement le Soleil avant de s'en éloigner. D'accord, rien de très impressionnant,
n'est-ce pas? Après tout, la Lune tourne autour de la Terre en permanence, il est normal qu'elle passe parfois entre nous et le Soleil. C'est vrai. Et cela se produit souvent, sous forme d'éclipses solaires partielles. Mais les éclipses totales sont bien différentes et particulièrement spéciales. Lors d'une éclipse solaire totale, la Lune ne se contente pas de couvrir une partie du Soleil, elle le masque parfaitement. Tellement parfaitement que le disque solaire est totalement occulté, mais pas la couronne solaire, cette atmosphère extérieure du Soleil qui brille faiblement. C'est ici que tout devient fascinant. Pourquoi est-ce important? Parce que si la Lune était un peu plus grande dans le ciel, elle bloquerait complètement la couronne solaire, rendant l'éclipse bien moins spectaculaire. Si, au contraire, la Lune était un peu plus petite, elle ne couvrirait pas entièrement le Soleil. Le disque solaire resterait visible autour de la Lune, et la lumière serait trop intense pour que la couronne puisse être observée. C'est ce qui se passe lors des éclipses partielles ou annulaires, quand la Lune est trop éloignée pour cacher complètement le Soleil, à cause de son orbite elliptique. Mais dans le cas des éclipses totales, la taille apparente de la Lune et celle du Soleil sont parfaitement alignées. La Lune couvre juste assez le Soleil pour révéler la couronne. Comme le dirait l'histoire de Boucle d'Or, c'est pile comme il faut. Peut-être te dis-tu, mais le Soleil et la Lune n'ont pas du tout la même taille réelle. Et tu aurais raison. La Lune est bien plus petite que le Soleil. Cependant, la Lune apparaît de la même taille que le Soleil dans le ciel uniquement à cause de la distance qui les sépare de nous. Pour donner quelques chiffres. Le diamètre du Soleil est 400 fois plus grand que celui de la Lune. Mais le Soleil est aussi 400 fois plus éloigné de la Terre que la Lune ne l'est. Cette coïncidence mathématique permet aux éclipses totales d'exister. Mais il y a un autre facteur qui rend tout cela encore plus étrange, la Lune s'éloigne progressivement de la Terre. À cause des forces gravitationnelles, la Lune s'éloigne d'environ 3,8 cm par an. Un jour, la Lune sera suffisamment éloignée pour que les éclipses totales ne soient plus possibles sur Terre. Cela signifie que ces éclipses sont un phénomène temporaire dans l'histoire de notre planète. Si tu te projettes dans le passé, la Lune était plus proche, et elle aurait bloqué complètement la couronne solaire. Dans le futur, elle sera trop éloignée pour cacher le Soleil entièrement. Nous vivons donc dans une période cosmique très particulière où les éclipses totales sont possibles. Et là, la vraie question se pose, quelles sont les chances? Quelles sont les probabilités pour que le diamètre et la distance de la Lune et du Soleil soient alignés si parfaitement pour permettre un tel spectacle, et que cela se produise précisément à notre époque, à l'échelle des milliards d'années de l'univers? Contrairement à des phénomènes comme la zone habitable d'une planète, où la distance à l'étoile est cruciale pour la vie, les éclipses totales n'ont aucune utilité évidente pour le développement de la vie. Elles ne sont pas nécessaires à notre existence. Alors pourquoi? Certains diraient que c'est une pure coïncidence. Mais c'est difficile à accepter, non? Une telle perfection semble presque intentionnelle, comme si l'univers voulait que nous en soyons témoins. Peut-être est-ce une simple beauté de la nature, ou peut-être y a-t-il quelque chose de plus profond derrière tout cela. J'ai vécu énormément de synchronicités dans ma vie, chacune unique et marquante à sa manière. Parmi elles, une série particulière m'a profondément touché, liée à une fille que j'associais au lapin. J'étais très attiré par elle, mais à un moment donné, il était clair que nos interactions n'étaient plus bénéfiques pour aucun de nous deux. Pourtant, j'ai continué à m'accrocher à l'idée d'une possibilité entre nous, même quand cette idée ne faisait que prolonger une certaine souffrance. Quand mon attachement à cette possibilité a atteint un point où je vivais dans le déni, des signes ont commencé à se manifester. Pendant une semaine, chaque fois que je me perdais dans mes pensées à imaginer une relation romantique avec elle, je voyais un lapin mort. Cela s'est produit 4 ou 5 fois. 3 d'entre elles sont survenues à seulement quelques jours d'écart. Plus tard, lorsque je décidais de revisiter ces pensées, ce phénomène se répétait. Une fois, en marchant sur la route, perdu dans mes pensées sur elle, je n'ai remarqué qu'au dernier moment un lapin mort juste à côté de moi, comme si cette vision venait directement répondre à mon état d'esprit. Je crois que la signification réside dans l'œil de celui qui observe. C'est nous qui donnons un sens à nos expériences, en y projetant nos propres émotions, espoirs et peurs. Pourtant,
Certaines choses semblent intrinsèquement porteuses de signification, comme les archétypes de l'inconscient collectif de Jung. Ces symboles sont si puissants qu'il est difficile de ne pas leur attribuer un sens profond lorsqu'ils se manifestent dans nos vies. Peut-être que ces archétypes, ou les expériences qu'ils déclenchent, agissent comme des rappels d'un lien avec quelque chose de plus grand. Comme lorsqu'on ressent un contact avec le divin, cela dépasse les mots, mais nous essayons quand même d'en tirer un sens. C'est peut-être une tentative de décrire l'indescriptible. Les synchronicités, pour moi, sont comme des enseignants ou des guides. Elles ne m'apprennent rien directement, mais elles m'invitent à réfléchir, à observer et à contempler ce que je ressens. Elles sont comme une force subtile qui me murmure « Tiens, voilà une pensée ou une émotion intéressante. » Prends un moment pour y prêter attention. Elles ne me disent jamais ce qui est juste ou faux, mais elles attirent mon attention sur ce qui mérite d'être exploré. Pour moi, les synchronicités ne sont pas des réponses ou des solutions. Elles sont des invitations à m'arrêter un instant, à absorber ce qui se passe autour de moi et à trouver mon propre chemin à travers ces expériences. Elles me rappellent que certaines pensées ou émotions méritent d'être examinées, comme si elles disaient « Cela vaut la peine d'y réfléchir ». En 2019, j'ai dû mettre fin à ma relation avec mon petit ami. J'avais été hospitalisé, et les médicaments que je prenais provoquaient de violents sauts d'humeur, difficiles à gérer autant pour lui que pour moi. Après une longue conversation, nous avons admis que nous nous aimions toujours, mais que j'étais trop épuisé pour maintenir une relation. Je voulais qu'il soit heureux, même si cela signifiait qu'il devait être avec quelqu'un d'autre. Nous avions tous les deux 19 ans. Notre relation avait commencé le 27 mars 2019, mais nous nous sommes séparés en décembre de la même année. En 2021, j'avais récupéré. J'avais arrêté tous les médicaments, repris mes études et je vivais seul pour la première fois de ma vie. De son côté, mon ex avait déménagé dans une autre ville et avait une nouvelle petite amie. Nous n'avions plus aucun contact, pas de messages, pas de suivi sur les réseaux sociaux. C'est comme si nous étions devenus des étrangers. Un jour, après les cours, des amis m'ont proposé d'aller boire un verre. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai choisi un bar loin de l'université, comme si mes pieds Y avaient conduit sans que je réfléchisse. Une fois sur place, je l'ai vu. Mon ex était là, entouré de personnes que je ne connaissais pas, principalement des hommes. Nos regards se sont croisés, mais nous n'avons pas échangé un mot. J'ai commandé quelques verres, et plus tard, mes amis et moi avons décidé de finir la soirée chez l'un d'eux. Un peu éméché, je lui ai envoyé un message « Hello, je crois t'avoir vu au bar tout à l'heure. J'espère que tu vas bien. » Il l'a lu mais n'a pas répondu. Je ne l'ai pas mal pris, pensant simplement qu'il avait tourné la page et ne souhaitait pas reprendre contact. À ce moment-là, j'ignorais qu'il venait de se séparer de sa petite amie. Quelques semaines plus tard, à ma grande surprise, il m'a écrit « Salut, désolé pour le retard. Le jour où je t'ai vu, c'était juste après avoir quitté mon ex, et j'avais besoin de temps pour réfléchir. » Il m'a expliqué qu'il venait de sortir d'une relation abusive et que cette sortie entre amis était une façon de célébrer sa rupture. Petit à petit, nous avons recommencé à parler. Nous nous sommes retrouvés autour d'un verre, racontant ce que nous étions devenus entre 2019 et 2021. Avec le temps, une amitié s'est réinstallée entre nous. Nous nous voyons presque chaque semaine. Le 27 mars 2022, nous sommes sortis boire un verre. Sur le chemin du retour, il m'a embrassé et m'a dit qu'il voulait essayer à nouveau avec moi. Et je ressentais la même chose. Ce n'est que quelques jours plus tard que nous avons réalisé l'étrangeté de cette date, c'était le 27 mars, le jour de notre tout premier baiser en 2019. Le fait que nous nous soyons croisés, par pur hasard, juste après sa rupture, dans un endroit où je n'étais pas censé aller, me semble encore incroyable. Une série d'événements improbables nous a réunis au bon moment de nos vies. Aujourd'hui, nous sommes fiancés. Notre relation est 10 fois plus épanouissante qu'avant, et chaque matin, je me réveille avec une immense gratitude envers l'univers qui nous a permis de nous retrouver. C'était un dimanche, et je conduisais en direction du centre de recyclage pour y déposer un vieux tapis. Comme toujours,
j'écoutais des vidéos YouTube sur des sujets étranges et mystérieux via les haut-parleurs de ma voiture. Ce jour-là, l'algorithme m'a conduit à une vidéo traitant de la synchronicité, un concept totalement nouveau pour moi. À un moment donné, la vidéo mentionne un papillon. Par amusement, je décide que si je vois un papillon sur le chemin du retour, je commencerai à envisager de croire à ce phénomène. Environ 10 minutes plus tard, une voiture venant en sens inverse tente un dépassement au mauvais moment. Elle manque de me percuter de plein fouet. Je me gare sur le côté de la route pour reprendre mes esprits. En me calmant, je réalise que j'ai des papillons dans l'estomac à cause de la peur, et je rigole tout seul en disant à voix haute, ça ne compte pas. C'est alors que je remarque un papillon vert citron posé sur un buisson juste à côté de la route. Un peu troublé, je reprends la route vers le centre de recyclage. Je pense alors que si je trouve quelque chose lié au papillon une fois arrivé là-bas, je commencerai à me laisser convaincre par cette idée. Je cherche, mais je ne trouve rien. Je ressens presque un soulagement. Je retourne à ma voiture et démarre le moteur. Il me faut quelques secondes pour réaliser quelle chanson passe à la radio, Butterfly de Crazy Town. À ce stade, mon scepticisme reprend le dessus. Je me dis que c'est simplement un cas de biais de confirmation. En gros, je remarque les papillons uniquement parce que je les cherche maintenant. Pour tester cette théorie, je décide de choisir un phénomène rare et mémorable, quelque chose qu'on ne peut pas ignorer même si on ne le cherche pas, la nudité publique. Parfait. Je me dis, si je vois un cas de nudité publique avant de rentrer chez moi, alors là je serai convaincu. Tu peux me juger sur ce choix, mais je dois raconter exactement ce qui s'est passé, sans enjoliver. Ce n'est pas très flatteur, mais c'est la vérité. Environ 20 minutes plus tard, je m'arrête devant une animalerie pour acheter un nouveau filtre pour un aquarium. Une femme passe devant ma voiture, portant une jupe courte. Elle laisse tomber son téléphone et, naturellement, je ne peux m'empêcher de regarder lorsqu'elle se penche pour le ramasser. Sous sa jupe, elle porte des shorts, donc pas de nudité. Mais là, sur sa cuisse, un énorme tatouage de papillon. À ce moment précis, j'ai eu l'impression que quelque chose se moquait de moi. J'ai vécu une série d'événements qui me hantent encore aujourd'hui. 2 de mes partenaires sont décédés dans des circonstances étrangement similaires, une overdose accidentelle, à exactement la même date, à 8 ans d'intervalle. J'ai rencontré mon premier petit ami dans un programme pour jeunes dirigé par une femme que j'appellerai Hélène. Quand j'ai appris sa mort, elle a été la première personne que j'ai appelée. Par la suite, nous sommes devenus amis, ce qui, avec le recul, était une limite inappropriée de sa part. La nuit où mon deuxième partenaire est décédé, Hélène séjournait chez moi. Je sais que si elle n'avait pas été là, j'aurais fait davantage pour tenter d'intervenir. Ce soir-là, j'essayais désespérément de contacter ses amis pour qu'ils veillent sur lui, car il ne répondait pas à mes appels. Je me souviens même d'avoir écrit dans mon journal, pendant qu'Hélène dormait, que je devais commencer à le laisser partir, parce que cette situation me consumait. 5 ans plus tard, j'ai réalisé à quel point Hélène était une personne toxique. J'ai coupé les ponts avec elle, mais elle a tenté de reprendre contact pour se réconcilier. J'ai commencé à lui écrire une réponse avant de décider de ne pas l'envoyer, en me disant, si nous sommes censés nous réconcilier, je tomberai sur elle par hasard. C'était un défi que j'avais lancé à Dieu, convaincu que nos chemins ne se croiseraient pas à cause de nos habitudes et de nos cercles sociaux différents. Ce même jour, dans une autre partie de la ville, loin de chez elle et de chez moi, je l'ai croisée par hasard. J'ai ressenti de l'anxiété, mais étant donné le pacte que j'avais fait avec Dieu, j'ai décidé de rester et de l'accompagner chez elle. Là-bas, j'ai rencontré sa nouvelle meilleure amie, que j'appellerai Sarah. Hélène, fidèle à elle-même, a commencé à détruire sa relation avec Sarah en essayant de me garder comme nouvelle source. J'ai rapidement compris qu'elle n'avait pas changé et j'ai de nouveau coupé contact avec elle. Cependant, j'ai continué à soutenir Sarah à travers les manipulations d'Hélène. C'est à cette période que je me suis plongé dans l'astrologie, cherchant un sens à cette date fatidique qui avait marqué la perte de mes 2 partenaires. Sarah, intriguée, m'a demandé une consultation astrologique et a été la première personne à me payer pour cela. Quelques mois plus tard, un jour ordinaire,
je tombe sur une publicité électorale à la télévision. Je remarque que le beau-frère de mon deuxième partenaire se présente au gouvernement. Cela m'a frappé, car je vivais dans un autre État et je n'aurais normalement pas dû voir des publicités ciblées de cet endroit. Intrigué, j'ai commencé à chercher des informations sur sa famille et à lire les commentaires laissés sur les pages commémoratives de mon partenaire. Parmi eux, un commentaire m'a sauté aux yeux. C'était de Sarah. Elle connaissait mon deuxième partenaire sans même le savoir, mais dans un autre contexte, et elle avait entendu parler de lui sans faire le lien. J'ai immédiatement appelé Sarah. Cette conversation a été profondément cathartique. Elle avait une perspective unique sur sa vie et ses circonstances, une perspective dont j'avais désespérément besoin pour exprimer mes sentiments complexes à son sujet et sur sa mort. Ce moment m'a permis de boucler mon processus de deuil. Sur le moment, cela m'a paru comme un miracle, un cadeau d'outre-tombe. J'ai ressenti une connexion qui transcendait le temps et l'espace, comme si l'amour pouvait tisser une toile parfaite pour nous réunir, même après la mort. Même aujourd'hui, cette expérience me tire des larmes. Elle me rappelle que, parfois, des forces invisibles semblent orchestrer les événements pour nous offrir des moments de compréhension et de guérison que nous ne pourrions jamais trouver seuls. Je découvre à peine ce terme pour décrire ce phénomène, mais j'ai remarqué de petites choses étranges ces derniers temps. Au travail, il y a un client très agaçant, heureusement peu fréquent, qui semble appeler presque immédiatement après que quelqu'un mentionne son nom. C'est tellement systématique que, parmi le personnel principal qui doit s'occuper de lui, nous avons décidé de ne plus prononcer son nom à haute voix. C'est presque comme s'il pouvait le sentir. L'histoire la plus troublante, cependant, remonte à novembre dernier. Nous récoltions des signatures pour l'anniversaire d'une collègue, et quelqu'un ne savait pas quoi écrire sur la carte. Pour plaisanter, j'ai dit « Écris bon rétablissement ». Le jour de son anniversaire, avant même que nous ne puissions lui donner la carte, elle a été hospitalisée pour une insuffisance cardiaque. Franchement, c'était un moment gênant et presque effrayant. On a tous regardé la carte avec un mélange de malaise et de culpabilité. Ces événements, bien que petits, me laissent toujours perplexe. Pourquoi est-ce que mes pensées, ou même mes blagues, semblent parfois précéder des événements réels? Est-ce une simple série de coïncidences, ou quelque chose de plus profond à l'œuvre? Je n'en sais rien, mais cela rend la vie étrangement intéressante et parfois un peu angoissante. Je ne sais pas si je peux vraiment appeler cela une synchronicité, mais l'été dernier, quelque chose de très étrange m'est arrivé. C'était en août, et je consultais un site internet sur des sujets liés au gouvernement de l'ombre et aux institutions cachées du pouvoir. Quelques secondes après avoir commencé ma recherche, l'écran de mon appareil est devenu noir. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu ce qui ressemblait à deux silhouettes sombres qui me regardaient à travers une caméra. Ce qui m'a frappé, c'est que, bien sûr, tous les appareils avec un objectif peuvent refléter une image ou être utilisés pour filmer. Mais c'était la première fois que j'avais l'impression que quelqu'un me regardait directement à travers l'objectif, plutôt que l'inverse. Ces deux figures sombres regardaient droit dans mes yeux, et j'ai immédiatement eu la sensation oppressante d'être observé, sans avoir eu cette pensée auparavant. Je n'ai pas pu bien distinguer leur visage, mais dans cette fraction de seconde, j'ai vu qu'ils étaient dans une pièce sombre, sans aucune lumière en arrière-plan. Ce moment n'a duré qu'un instant, mais il a laissé une impression durable. Curieusement, cet événement ne s'est produit qu'une seule fois, précisément à une période où j'étais vraiment obsédé par les sujets de gouvernement de l'ombre et de pouvoir caché. Après ce moment troublant, mon intérêt pour ce sujet a soudainement diminué. Je ne m'y intéresse plus autant qu'avant. Je pense que cette expérience m'a un peu effrayé, car j'ai commencé à imaginer que ces deux silhouettes sombres pouvaient encore m'observer, soit à travers d'autres appareils, soit en utilisant des moyens plus directs comme des espions. Le mois dernier, une autre expérience étrange s'est produite. Bien que cela m'ait semblé anodin sur le moment, j'y ai repensé par la suite, et cela m'a mis mal à l'aise. Je suis sorti pour aller chercher mon frère à l'arrêt de bus de son école. En arrivant, j'ai remarqué un SUV noir garé à proximité. Dès que j'ai commencé à marcher devant lui, il a démarré et s'est éloigné. Ce qui m'a troublé,
c'est que jamais auparavant un véhicule ne s'était mis à partir juste au moment où je passais à côté. C'était la première fois que cela m'arrivait. De plus, j'ai remarqué que le SUV était resté immobile tout le temps où j'étais là, avant que je ne m'approche. La route où se trouvait l'arrêt de bus était perpendiculaire à celle où le SUV était garé, donc je pouvais clairement le voir. Il était le seul véhicule dans cette zone de stationnement, et il n'a pas bougé d'un centimètre tant que je restais à distance. C'est seulement lorsque j'ai marché à côté de lui qu'il est parti, comme s'il attendait ce moment précis. Ce détail m'a dérangé, surtout parce que cela s'est produit peu de temps après que j'avais recherché quelque chose sur ce genre de sujet, c'est-à-dire un thème plutôt marginal et non conventionnel. Je ne me souviens plus exactement de ce que c'était, mais ce n'était certainement pas quelque chose de mainstream. Ces deux événements continuent de me troubler. Je ne peux pas m'empêcher de me demander si ces incidents sont liés, ou s'ils ne sont qu'une série de coïncidences étranges. Peut-être que ces expériences étaient le fruit de mon imagination amplifiée par mon intérêt pour des sujets inhabituels, mais je ne peux pas nier la sensation oppressante que j'ai ressentie dans les deux cas. Ces moments me rappellent à quel point certaines expériences peuvent être déconcertantes, laissant planer le doute entre une réalité tangible et quelque chose de plus mystérieux. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.